Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de management chez Chouïa et on va parler de gouvernance positive. Avant de vous parler de gouvernance positive, il est important de connaître les modèles de gouvernance qui existent déjà. Vous avez la gouvernance verticale, je suis chef, je commande, vous obéissez, point terminé. Et les autres, vous vous taisez parce que j'en sais plus que vous. Vous avez aussi la gouvernance horizontale, où tout le monde est chef, tout le monde a une voix, et donc il y a 50 idées qui circulent dans 20 têtes. Malheureusement, à un moment donné, il y en a une qui doit prendre une décision. Et c'est juste impossible dans l'entreprise parce que l'entreprise n'est pas le lieu de la démocratie, c'est pour ça que c'est plus adapté à des associations. Alors, qu'est-ce que c'est que la gouvernance positive? La meilleure façon de la définir, c'est de s'inspirer de la citation de Saint-Exupéry. Et qu'est-ce qu'il nous dit Saint-Exupéry? Il nous dit la chose suivante. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas les hommes et les femmes pour leur donner des ordres, leur expliquer chaque détail, leur dire où trouver chaque chose, non et non. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur des hommes et des femmes le désir et l'amour de la mer. Le désir et l'amour de la mer. Alors, retenez bien cette citation parce qu'à la fin de cette intervention, on verra ensemble ce qu'elle va donner en termes de relation client. Donc, que veut dire fondamentalement cette citation? Deux choses. La première, c'est l'importance d'un projet commun. L'importance d'un projet commun. Pour faire quelque chose ensemble, il faut que vous soyez capable de fédérer et de faire adhérer un projet commun. Et pour cela, وهنا سأقف قليلا ونخليكم تركزوا لي في علامة استفهام وداكشي اللي مخبي وراها وغنشرب عليكم واحد كويز ديال الدكة. بسم الله. جاب شي واحد لاصقة؟ لا ما جابتها شي واحد. Alors, pour faire adhérer un projet commun, vous devez être transparent avec vos équipes. Aujourd'hui, les gens ne cherchent plus un simple job dans un centre d'appel. Les gens, ils cherchent à créer de la valeur, ils cherchent à contribuer, ils cherchent de l'estime, de la reconnaissance et pas mal de choses. Et s'il n'y a personne pour leur expliquer clairement les projets de l'entreprise, il y a peu de chances qu'ils le comprennent d'eux-mêmes. Et la deuxième chose qu'on retient de la citation de Saint-Exupéry, c'est que vous devez nécessairement faire confiance aux gens avec qui vous travaillez. Alors, je voudrais, avant de vous parler de ce qui s'est passé avec la Covid, vous parler un petit peu de la règle d'or du management. La règle d'or du management, pluriculturel, interculturel, comme vous voulez, elle dit la chose suivante. S'il y a une seule chose qui ne se délègue jamais, c'est l'exemple. Et c'est dans votre intérêt en tant que leader d'être ainsi. C'est ce qu'on appelle de l'altruisme rationnel, c'est quelque part la meilleure définition de l'égoïsme. Parce que tout simplement, le manager, c'est le modèle comportemental du conseiller client et son conseiller client se comporte avec son client comme son manager se comporte avec lui. En outre, il faut que vous sachiez aujourd'hui qu'il y a un chiffre qui est assez terrible, c'est que un salarié sur deux ne quitte pas son entreprise, mais quitte son manager. Et donc, c'est important pour vous de comprendre que les conseillers clients vont s'aligner sur votre mode de comportement et plus vous êtes exemplaire, plus ils le seront. Et comme on est entre nous, je vais partager avec vous deux règles d'argent dans le management. La première, c'est de dire tout objectif flou conduit irrémédiablement à une connerie précise. Alors ça peut faire rigoler, mais si vous ne savez pas exactement où vous emmenez vos équipes, soyez sûr et certain que tous les gens qui sont derrière vous le savent encore moins que vous. Donc essayez d'avoir un plan stratégique, un schéma directeur, une vision cohérente sur l'endroit vers lequel vous emmenez vos collaborateurs. Et l'autre chose qui est importante aussi en termes de management et surtout en termes de posture managériale, et c'est la notion du blâme. Il faut savoir, les gars, que vous n'avez jamais, jamais, jamais le droit d'humilier l'un de vos collaborateurs sur un plateau, encore moins en public. Vous créez par là une posture managériale qui fait que plus jamais il aura envie de travailler avec vous. Alors, je voudrais vous parler maintenant de choses un peu nouvelles, peut-être pour certains, c'est qu'est-ce qui s'est passé après la crise de la Covid. Il me semble que la crise de la Covid était le centre d'un facteur d'accélération de la transformation digitale, si bien que le digital maintenant est partout,
Grâce à lui, on arrive à se parler. Et désormais, il n'y a plus d'abri antinumérique. Vous êtes bombardé de partout par du digital. Mais digitaliser relève d'une transformation profonde et pour optimiser la valeur créée par la digitalisation et l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus métiers, il faudrait travailler avec 5 nouvelles postures managériales, de coopération et de collaboration et qui sont en totale rupture avec celles que vous connaissiez avant. Mais pour cela, vous devez respecter 2 nouvelles règles. La première, c'est que vous devez passer d'une logique de silo à une logique de réseau où l'information et la culture se diffusent librement. Et la deuxième chose, c'est que vous devez passer d'une approche go digital à une approche bi-digital. Ce n'est pas la même chose que de dire je vais vers cette chose et l'autre, c'est de dire c'est la chose vers laquelle je vais aller. C'est complètement différent. Et vous allez voir qu'en termes de posture managériale, ça va donner les 5 nouvelles postures que je vais vous citer maintenant. Avant, on vous disait, écoutez, vous devez faire plus. Maintenant, je vous dis, après le Covid, avec la nouvelle organisation qui arrive dans le domaine du travail, il ne faut pas faire plus, il faut faire mieux. Vous devez faire des cycles de développement beaucoup plus courts, vous devez être rapide dans vos actions et vous devez surtout privilégier la rapidité de l'action à la perfection des résultats. Donc aujourd'hui, faites plus d'expérimentation, faites des projets beaucoup plus courts et moins risqués financièrement. Et la deuxième posture, c'est que avant on vous disait contrôlez tout. Et vous disiez à votre chef, chef, tout est sans contrôle, tout va bien, kunhani. Maintenant, je vous dis lâchez prise, aïbadallah. Lâcher prise, ça veut dire donner de l'autonomie à vos collaborateurs et ça veut surtout dire accepter le droit à l'erreur. Accepter le droit à l'erreur n'est pas le devoir à l'erreur. Accepter le droit à l'erreur, ça veut simplement dire que tout le monde peut se tromper. Mais en revanche, jamais quelqu'un n'a le droit de faire 2 fois la même erreur. Et ce, pour 2 raisons. La première, c'est que si vous faites 2 fois la même erreur, c'est que vous n'avez rien compris de la première, et donc votre capacité à vous remettre en cause est égale à un QI de bulot, ou la hayt, ou la séria. Et la deuxième, elle est plutôt pour le fun, c'est de dire il y a tellement d'erreurs à faire dans le monde que de faire 2 fois la même, c'est manquer singulièrement d'imagination. Donc, s'il vous plaît, faites des erreurs, mais ne faites jamais 2 fois la même. La troisième modification qui arrive, avant, tout était hiérarchique, les consignes venaient de la hiérarchie et on devait respecter sa hiérarchie. Maintenant, on entre de plus en plus dans un monde de réseau et comme j'ai dit tout à l'heure, on doit passer d'une logique de silo à une logique de réseau. Et le manager doit tirer sa valeur ajoutée, sa légitimité de sa capacité à agir en transversalité. Plus en verticalité, c'est fini, en transversalité. Si vous êtes en verticalité, ben, le collaborateur ira chercher sur les réseaux sociaux les informations qu'il ne vous fait pas confiance pour les lui donner. Et quatrième posture managériale, avant, on planifiait tout. Maintenant, il faut procéder par itération, il faut agir avec pragmatisme et savoir dévier sa trajectoire. Pourquoi c'est important? Regardez ce qui se passe dans le monde. Qui avait prévu la crise en Ukraine, qui avait prévu la crise d'inflation qui dure depuis un certain temps, qui avait prévu que, par exemple, الحولة ديال 2000 درهم كيولي يساوي 7000 درهم. Bon, on entre de plus en plus dans un monde incertain, et plus le monde est incertain, plus la prévision est difficile, et plus il faut arrêter de planifier, il faut travailler avec itération. C'est-à-dire avoir l'agilité de dire qu'on doit pouvoir modifier sa trajectoire au cas où on est confronté à des faits qu'on n'avait pas prévus. Et enfin, la solution versus la contribution. Avant, le manager, c'était la personne auprès de qui on attendait de trouver une solution. Maintenant, c'est fini. On attend de lui une contribution. C'est en fait la personne qui doit apprendre des autres, de son réseau, de son entourage, pour faire émerger une solution collective. Et le manager, il doit dorénavant se concentrer non pas sur les solutions, mais sur les moyens qu'il va mettre en place pour ses collaborateurs et ses équipes. Alors, je voudrais maintenant vous livrer quelques convictions sur les services clients de demain. Et pour cela, on va prendre la fameuse équation magique des services clients, qui est toujours la même d'ailleurs, hein, quelle que soit la marque que vous servez, quel que soit le centre de relations clients. Et c'est
Comment augmenter la satisfaction client? Donc, c'est la qualité de service, tout en leur donnant envie de demeurer client, c'est la durée de vie du client et donc c'est le portefeuille client. Et pour nos amis les financiers, c'est l'autogestion par abonné, en disant on va faire un certain nombre de choses avec un coût inférieur. Alors, ça, tout le monde sait le faire. Ça, tout le monde sait le faire. Même Hassan, il sait le faire. En revanche, tout le monde a oublié la quatrième partie de l'équation et qui est la plus importante dans notre métier. C'est que ceux qui sont les plus mis à l'épreuve, c'est-à-dire les conseillers au contact direct du client, ils trouvent aussi leur compte dans une véritable envie de politique de symétrie des attentions. Alors, qu'est-ce que c'est que la symétrie des attentions? Dans une définition générale, tout le monde accepte aujourd'hui que c'est l'alignement d'une promesse client et une promesse collaborateur. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, après le Covid, avec l'intégration du digital et avec surtout l'arrivée de l'intelligence artificielle dans la relation client et dans les nouvelles organisations du travail, vous ne pouvez plus offrir à vos clients ce que vous êtes incapable d'offrir à vos collaborateurs. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une règle extrêmement importante dans notre métier et qui dit la chose suivante. Des collaborateurs heureux font des clients heureux. En revanche, l'inverse n'est pas toujours vrai. Si vous voulez que vos clients soient heureux, débrouillez-vous pour que vos collaborateurs le soient. D'où le principe de la symétrie des attentions. Et pourquoi c'est important d'avoir une vraie symétrie des attentions? Question très intéressante. En fait, quand vous arrivez à coupler une expérience client et une expérience collaborateur, vous êtes sûr de deux choses. La première, c'est que vous avez un engagement accru de vos équipes et vous avez une meilleure satisfaction client. Parce que l'expérience client, elle se nourrit de l'expérience collaborateur. Elle s'enrichit de l'expérience collaborateur. Plus cette expérience collaborateur est forte, plus votre expérience client sera forte. Alors vous allez me dire, peut-être tout ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des collaborateurs heureux? Eh bien, il faut savoir qu'il y a quatre clés qui sont très importantes pour avoir des collaborateurs heureux. La première clé, c'est que vous devez considérer vos collaborateurs comme des clients internes, comme des clients internes. Vos clients externes font vos salaires du CEO jusqu'au simple téléconseiller. Vos clients internes font la satisfaction de vos clients externes. Donc, les collaborateurs sont des clients internes. Alors, ça peut révolutionner un peu les gens, les esprits, mais si vous voulez les fidéliser, si vous voulez les garder, si vous voulez qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, considérez-les comme des clients internes. Et la deuxième chose, c'est écouter activement vos collaborateurs. C'est eux qui sont en contact avec le client, c'est eux qui traitent les demandes complexes et c'est eux qui savent comment régler les problèmes des clients. Ce n'est peut-être pas vous qui êtes à la tête de votre organisation, c'est eux qui font tous les jours les raisons pour lesquelles les clients choisiront votre marque ou ne les choisiront pas. Et vous savez très bien que la qualité de traitement des réclamations est le facteur clé de la fidélisation dans notre job. Et donc, il est important d'avoir des matrices d'écoute de ses collaborateurs. L'écoute client, tout le monde le fait. Parfait. L'écoute collaborateur, personne ne le fait. Alors, il faut savoir que c'est parfaitement symétrique et tous les efforts que vous avez faits pour écouter vos clients externes, eh bien, vous devez faire les mêmes efforts pour écouter vos clients et vos collaborateurs qui ne sont en fait que vos clients internes. Ensuite, vous devez investir dans le développement de vos collaborateurs. Un collaborateur, il doit pouvoir progresser, il doit pouvoir monter dans l'organisation et il doit pouvoir prendre des responsabilités. Pas tous, tout le monde n'est pas fait pour être manager, ce n'est pas parce que vous avez les meilleurs résultats ou encore parce que vous êtes le meilleur vendeur que vous serez un bon manager. Ce n'est pas vrai du tout. Le management, c'est une compétence, ce n'est pas une promotion. Et enfin, la quatrième clé de la symétrie des attentions, c'est que vous devez reconnaître et récompenser les efforts de vos collaborateurs. Quel que soit le mode de récompense, comme je disais tout à l'heure, dans les règles d'argent, le blâme en privé, jamais en public, ne jamais dire du mal de son collaborateur devant les autres aussi. Alors, célébrer les événements, féliciter les collaborateurs qui ont battu des records, créer une dynamique qui fait que les gens se stimulent, les gens adhèrent, les gens se respectent, les gens ont confiance en vous. Si vous faites tout ça, vous aurez la meilleure relation client.
Alors, pourquoi c'est important de faire tout ça? Alors, aujourd'hui, n'oubliez pas que si un client nous contacte, c'est parce qu'il est dans un mode de colère, un mode d'émotion négative. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à résoudre tout seul le problème pour lequel il était confronté. Et donc, il va se dire, tiens, je vais appeler des professionnels. Et il tombe sur quoi? Très souvent, il tombe sur un serveur vocal, en plus d'un temps d'attente trop long. Et donc, ça l'agace prodigieusement. Ensuite, il est irrité. Pourquoi? Parce qu'il a le sentiment d'être ni compris ni considéré par le conseiller qu'il a avec lui au téléphone. Et enfin, il est frustré parce qu'il n'y a aucune solution efficace qui a été trouvée. Ces trois émotions très fortes d'un client correspondent à trois attentes qui sont très importantes aussi. Vous avez la rapidité. Aujourd'hui, le client va toujours trouver que c'est trop long. Et ce n'est pas la faute des collaborateurs, des conseillers clientèle. Vous avez l'efficacité. Il va vouloir que son problème soit résolu dès le premier appel, dès le premier chat, email ou contact. Vous avez l'empathie, il va vouloir que vous reconnaissiez que s'il vous appelait, c'est parce que son problème est extrêmement important et que vous étiez le seul ou bien la seule à pouvoir le résoudre. Et vous avez créé de ce fait une relation de confiance. Et qu'est-ce que c'est que la confiance si ce n'est que l'émotion de la collaboration entre deux personnes? Donc tout ça pour dire que les centres d'appel, les centres de relations clients, il doit offrir aujourd'hui une relation client augmentée qui combine le meilleur du digital pour simplifier, pour personnaliser, etc. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Il est incontournable que la machine a une valeur ajoutée, elle est efficace, elle est rapide, elle ne se trompe jamais. Mais l'humain, lui, il apporte de l'authenticité, la bienveillance, la confiance et le lien social. Et c'est ce qu'on appelle la chaleur ajoutée. Aucune machine ne vous apportera de la chaleur ajoutée. En revanche, l'humain, lui, il peut apporter la valeur ajoutée. Donc, l'option la plus rationnelle dans ce mode de gouvernance, c'est de combiner les deux. Et dans ce nouvel équilibre, le don doit toujours passer avant les données. Le don doit toujours passer avant les données. Vous êtes tous les acteurs d'une chaîne de création de valeur et de chaleur ajoutée. Eh bien, je vais partager avec vous une définition des services clients. J'ai mis un peu pas mal de temps à chercher la meilleure définition. Alors, aujourd'hui, il faut que vous sachiez que vous faites le plus beau métier du monde. Pourquoi vous faites le plus beau métier du monde? Parce que vous rendez service aux gens. Et quand vous rendez service aux gens, qu'est-ce qui nous dit Saint-Exupéry? Quand tu donnes, tu perçois plus que tu ne donnes, car tu n'étais rien et tu deviens. Quand tu donnes, tu perçois plus que tu ne donnes, car tu n'étais rien et tu deviens. Rendre service aux gens, c'est le plus beau métier du monde. Et vous, avant l'appel client, avant l'interaction avec le client, avant le contact avec le client, vous n'êtes rien. Et à la fin du contact, vous devenez des créateurs de liens utiles pour avoir accompagné vos clients à résoudre leurs problèmes et fertiles pour avoir permis à votre organisation, votre entreprise de progresser et de prospérer. C'est extrêmement important de savoir ça. J'ai toujours été fier de faire ce job. Alors maintenant, on va revenir sur la citation de Saint-Exupéry pour voir ce qu'elle donne en termes de relations clients. Si tu veux diriger un centre de relations clients, ne rassemble pas les conseillers clientèle pour leur donner des ordres, leur expliquer chaque consigne, leur dire où trouver chaque procédure. Non, non et non. Si tu veux diriger un centre de relations clients, fais naître dans le cœur des conseillers clientèle le désir et l'amour du client. Le désir et l'amour du client. Saint-Exupéry, pour son bateau, c'était le désir et l'amour de la mer. Et pour vous qui êtes des spécialistes de la relation client, c'est l'amour et le désir du client. Voilà, j'espère que je n'étais pas trop lent. Je vous remercie pour votre attention. Toutefois, si vous avez des questions, je suis là.